Bonjour à tous, bienvenue chez Famille Électrique. Alors nous sommes en janvier 2023. Alors je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2023, une bonne santé et beaucoup de bonheur. Voilà, cette vidéo sera consacrée au bilan que je fais de l'utilisation de notre Tesla Model 3 propulsion de mars 2022 avec laquelle nous avons parcouru plus de 10 000 km, 10 500, un peu plus de 10 500 à ce jour. Je vous propose un sommaire en 3 points principaux. D'abord, un petit rappel de l'usage que nous avons de ce véhicule et son état après 10 000 km. Ensuite, un j'aime pas que je pense sans concession et que je vais faire de façon impartiale. Donc voilà, il y aura des j'aime pas. Et enfin, je ferai un focus particulier sur la fonction de la Model 3 pour laquelle j'étais particulièrement enthousiaste avant de l'avoir et qui au final s'avère un petit peu décevante. Je ne vous en dis pas plus, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, sans plus attendre, on commence par le rappel de nos usages. On démarre par un retour rapide sur l'usage que l'on a de notre Model 3 pour que vous puissiez vous aussi comparer par rapport à votre propre situation. Avant cela, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Nous avons pris la décision de passer à l'électrique à l'été 2021 pour remplacer notre Renault Grand Scénic diesel. Ce véhicule était destiné exactement aux mêmes besoins qu'aujourd'hui, c'est-à-dire faire majoritairement des trajets courts en ville et des parcours mixtes en Île-de-France. Tout ça pour notre famille de 4 personnes, composée de 2 adultes et de 2 enfants de 5 et 12 ans. Alors je vous mets le lien vers la vidéo qui vous explique pourquoi à la base nous avions commandé le Skoda Enyaq et pourquoi nous nous sommes finalement retrouvés avec une Tesla Model 3 propulsion neuve livrée en mars 2022 dans le cadre d'un contrat en LOA 3 ans. Alors notre véhicule ne roule presque pas pendant la semaine puisque Madame Électrique et moi-même nous avons un véhicule professionnel. Enfin, nous avions, pour ce qui me concerne, puisque je viens de le rendre, je vais changer de travail. Nous partons en week-end dans la famille ou ailleurs une dizaine de fois par an, dans un rayon de 300 à 400 km. Nous n'avons effectué en 2020 aucun trajet long de type vacances dans le sud, car nous avons privilégié d'autres modes de déplacement. À ce jour, l'odomètre affiche 10 580 km au total pour une consommation moyenne de 149 Wh par kilomètre. Celle-ci est en augmentation depuis cet automne. Début septembre, le véhicule consommait en moyenne 146 Wh par kilomètre. Depuis quelques mois, je n'utilise que le mode confort du véhicule, ce qui a adouci les accélérations et qui rend la conduite plus souple et donc favorise l'éco-conduite également. Pour rappel, le second mode qui délivre toute la puissance de la bête, c'est le mode standard. Nous rechargeons le véhicule quasiment exclusivement à la maison sur une prise P17 32 A que j'ai installée moi-même. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien vers la vidéo où je vous décris toute l'installation. En termes de griffes, bosses ou autres avaries, la seule chose à noter concerne une jante à l'arrière qui a fait la rencontre d'une bordure de trottoir. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que le véhicule s'est fait percuter en stationnement, mais a été réparé. Donc il n'y a pas de traces visibles puisque la réparation a été vraiment superbe. De toute façon, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. À l'intérieur du véhicule, aucun problème à signaler. Il est vraiment encore nickel. D'ailleurs, merci aux enfants qui vraiment en prennent soin, qui font attention à ne pas griffer les bas de porte, etc. Merci également aux organisateurs, donc l'accessoire que j'ai placé derrière les sièges avant, parce qu'ils font aussi office de protection. Et même s'il arrive parfois que les enfants donnent un petit coup de pied dans le siège de devant, ça ne salit pas le siège puisqu'il y a ces organisateurs.
À noter quand même quelques petites traces résiduelles de crème solaire sur les sièges avant que je vais traiter prochainement. D'ailleurs, à ce titre, si vous avez des conseils à me donner en commentaire et si vous connaissez une astuce, n'hésitez pas. L'usure des pneus est normale. À ce propos, un technicien Tesla, qu'on appelle aussi un ranger, m'a indiqué donc que si la marque préconise une rotation entre le train avant et le train arrière à 10 000 km, il serait dans notre cas préférable d'attendre plutôt les 13 000 à 15 000 km environ. En fait, ça va dépendre de votre style de conduite. Celui-ci peut être plus ou moins sportif, donc vous pouvez user la gomme un peu plus si vous faites de grosses accélérations. D'ailleurs, petite question aux propriétaires de Tesla. À quel moment vous avez effectué cette rotation? Voilà, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Après ce bilan sur nos usages et l'état actuel du véhicule, on passe maintenant au j'aime, j'aime pas. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les futurs bilans que je ne manquerai pas de vous faire en vidéo. Et on commence par un j'aime. J'aime le coût à l'usage de la Tesla Model 3. Alors je ne détaillerai pas ce point car j'ai déjà traité cela dans une autre vidéo. La comparaison notamment entre le coût en carburant d'un véhicule thermique et le coût des recharges à domicile. Je vous mets le lien de cette vidéo après. Mais retenez qu'en termes d'assurance, je ne paye pas plus cher que pour une belle berline, qu'il n'y a pas d'entretien à prévoir avant 80 000 km, hormis peut-être cette rotation des pneus, mais qu'on aura aussi sur d'autres véhicules thermiques propulsion. Et retenez également que la recharge à domicile continue à me coûter entre 3 et 4 fois moins cher que le carburant diesel ou sans plomb. Plus vous roulez, plus vous gagnez en quelque sorte. J'aime pas le GPS. Et oui, vous trouvez ça peut-être bizarre, vu que l'affichage de la navigation avec cette vue satellite est particulièrement magnifique. Oui, parce que j'ai gardé l'abonnement premium, sinon on ne l'aurait plus. Mais bon, le GPS de la Tesla a selon moi un gros défaut. Je trouve que les indications émises par la voix de synthèse arrivent très souvent trop tardivement. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Je me suis souvent trouvé dans l'obligation de sortir au dernier moment de l'autoroute, par exemple, et je trouve que c'est gênant et potentiellement dangereux. Il n'est pas rare que je sois obligé d'écarquiller les yeux sur l'écran pour ne pas louper une bifurcation ou une sortie. Donc voilà, j'aime pas le GPS. J'aime l'efficience et l'autonomie de cette voiture. Alors aujourd'hui, au regard de notre usage tel que décrit dans la première partie de cette vidéo, la batterie de 60 kWh nous suffit amplement. Il faut dire que les moyennes de consommation que nous réalisons avec la Tesla Model 3 et qui sont d'ailleurs celles que la plupart des utilisateurs constatent sont vraiment basses. Et encore, je ne fais pas grand-chose pour optimiser cette consommation. À part l'utilisation peut-être du mode confort, je ne fais rien de particulier. Sur autoroute, on roule le plus souvent entre 120 et 130. On ne coupe pas la clim, on ne coupe pas le chauffage. Voilà, l'hiver n'a pas été très rigoureux ici pour l'instant. Ça favorise, c'est vrai, une consommation modérée. Ce n'est pas forcément le cas des amis québécois d'ailleurs, qui regardent mes vidéos et que j'en profite pour saluer. Cette berline basse bénéficie d'un bon CX et d'une bonne gestion énergétique que vous pouvez maintenant optimiser grâce à l'application Énergie. Depuis la mise en place de cette mise à jour en octobre 2022, cette application énergie vous guide vraiment dans vos actions en termes de conduite ou de confort par exemple. Elle va vous indiquer ce que vous auriez dû faire pour consommer moins et consommer mieux. Elle va vous dire si vous avez perdu beaucoup de pourcentage d'autonomie en raison par exemple d'un vent de face, en raison d'accélération trop forte. C'est vraiment super intéressant pour bien gérer sa consommation. J'aime pas la gestion de la ventilation. Là encore, je vais peut-être vous surprendre car c'est l'une des fonctionnalités qui généralement procure le petit effet waouh chez les personnes qui découvrent la marque. Moi j'aime pas car au final ça n'apporte rien par rapport à un système traditionnel d'aération avec des volets pour orienter les flux d'air. Voilà, ça peut rester discret, des petits volets. Voilà, et donc il y a peut-être éventuellement que le côté esthétique, mais c'est pas suffisant pour moi. En plus, il reste totalement impossible de couper totalement la ventilation, sauf à arrêter la clim, quoi. Même si la mise à jour de Noël dernier a apporté une amélioration de cette ventilation, vraiment, on ne peut toujours pas purement et simplement couper le flux d'air. Je trouve ça dommage. J'aime l'agrément de conduite procuré par la puissance instantanée délivrée par ce véhicule. Ça, c'est une caractéristique propre au véhicule électrique. Vous disposez d'un couple énorme et immédiatement disponible.
Et croyez-moi, pas que pour le 0 à 100. Car pour moi, le plus intéressant, c'est la reprise. La reprise que vous avez à n'importe quelle vitesse. Du coup, il est facile de s'insérer dans une voie, il est facile de doubler en toute sécurité, et ça, c'est vraiment bien. J'aime pas les essuie-glaces, bien évidemment. Je suis pas le seul. C'est notoriété publique, hein, le système d'essuie-glace automatique sur Tesla est vraiment mauvais. Dans bien des situations, il pose problème. Par exemple, la nuit, même en cas de forte pluie, il arrive souvent qu'ils ne se mettent pas en marche. Très souvent, la vitesse des balais n'est pas du tout adaptée à la quantité de pluie. Souvent trop rapide, souvent trop lent. Bref, en cas de pluie, je suis obligé de passer par la commande manuelle sur l'écran pour gérer la vitesse de balayage. C'est dangereux, franchement c'est dangereux. J'aime, j'adore même, le planificateur de trajet. Voilà, alors ça c'est d'après moi le plus gros avantage de Tesla par rapport à la concurrence, hormis le prix maintenant puisqu'elles ont baissé il y a quelques jours comme vous le savez. C'est simple, quand au départ j'avais projeté d'acheter un Skoda Enyaq, je m'étais fait à l'idée de devoir préparer nos trajets avant de partir, de bien étudier les arrêts à faire, le type de borne présente, les abonnements nécessaires avec les cartes qu'il faut, etc. Bref, comme dans les années 80, quand on préparait l'itinéraire avec mon papa pour partir en vacances à Bormes-les-Mimosas. Enfin voilà, donc avec Tesla, il n'y a rien de tout cela, on rentre la destination et c'est tout. La voiture s'occupe de tout. Itinéraire, arrêt au superchargeur, démarrage automatique du préchauffage de la batterie quelques kilomètres avant le superchargeur pour augmenter la vitesse de charge, durée d'arrêt optimisée pour continuer le trajet, bref, c'est simplissime et sans prise de tête. Vous avez deviné, j'aime pas le petit jingle quand on actionne le régulateur et l'autopilote. C'est pénible à force. Mais bon, on en reparle de l'autopilote dans quelques instants. J'aime la recharge à domicile. On peut programmer la voiture pour qu'elle se recharge en heure creuse, pour que la batterie soit préconditionnée à l'heure choisie. Ça se fait très facilement depuis l'écran du véhicule ou depuis l'application. Pour la recharge à domicile, je me suis installé un petit coffret extérieur étanche avec une prise P17 en 32 ampères. Je vous mets le lien vers la vidéo dans laquelle je vous détaille mon montage. Cette installation me permet de faire une recharge de 20 à 100% en un peu plus de 7 heures, soit une bonne nuit de sommeil. À mon avis, c'est largement suffisant au quotidien pour beaucoup de personnes. J'aime pas les caméras pas étanches. Attention, je vous le précise tout de suite, je ne parle pas ici du problème de caméra obstruée, celui qu'on a tous eu sur les modèles 3. C'est normal, la pluie ça mouille et ça gêne la visibilité. Non, là le problème dont je vous parle, c'est bien un problème d'étanchéité. L'eau qui rentre dans la caméra et plus précisément dans le rappel de clignotant situé sur les côtés du véhicule. J'ai eu le cas 2 fois, toujours après de fortes averses type mousson comme vous voyez. La première fois, l'eau a fini par disparaître au bout de 24 heures, j'imagine par infiltration ou par évaporation après les éclaircies. Mais la seconde fois, le phénomène a duré plus d'une semaine. On voyait nettement les gouttes d'eau à l'intérieur. Pendant ce temps-là, évidemment, pas de régulateur ni d'autopilote. J'ai dû faire intervenir le SAV Tesla. Ce qui m'amène à un grand j'aime le SAV à domicile. Puisque, en raison des problèmes rencontrés avec les caméras, j'ai dû programmer une intervention à la maison d'un technicien Tesla, qu'on nomme souvent un ranger. La réservation du créneau en ligne se fait parfaitement à partir de l'application, c'est tout simple. Après envoi des photos, on vous envoie un devis à valider. Bon, dans mon cas, j'ai rien payé puisque le véhicule est sous garantie. Et vous n'avez plus qu'à choisir une date de rendez-vous. C'est hyper simple, c'est rapide. J'aime pas quelques petits défauts sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais qui ne devraient pas exister pour un véhicule de ce prix. Je pense notamment aux vitres qui couinent. Je vais utiliser bien sûr un lubrifiant pour régler ça, c'est facile, mais bon quand même, c'est pas top. De base, l'absence des feux anti-brouillard à l'avant. Il faudra passer sur une longue range ou une performance pour en être équipé. J'aime également les caractéristiques de geek qui rendent cette voiture si spéciale et que je vais vous lister ici sans entrer dans le détail car on pourrait encore y passer des heures et je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus. Mais dans ce que j'aime vraiment encore, il y a l'infotainment.
Voilà, les jeux, Netflix, YouTube, Spotify, enfin j'en passe. Il y a les mises à jour en Wi-Fi à la maison. Voilà, ça c'est rapide, c'est efficace, ça améliore sans cesse le véhicule. Et puis enfin, le mode Sentinelle qui permet à la voiture de filmer son environnement à la moindre alerte. Une personne s'intéresse d'un peu trop près à votre voiture, les caméras s'enclenchent et vous en êtes notifié à votre retour dans le véhicule pour pouvoir revisionner la scène. Ce système se met également en marche lorsque l'alarme de la voiture se met en route. Comme ça m'est arrivé quelques jours après la livraison, quelqu'un nous avait percuté alors qu'on était en stationnement. Je vous mets le lien vers la vidéo. Voilà, j'en termine là avec ce j'aime pas. Après 10 000 km en Tesla Model 3 propulsion, pensez à ajouter vos propres j'aime pas en commentaire. Et en attendant, on poursuit avec la fonction qui n'est ni un j'aime ni un j'aime pas, mais qui au final me déçoit quelque peu. En effet, il y a une fonction qui m'enthousiasmait au début, qui me faisait presque rêver, et qui aujourd'hui s'avère plutôt bof bof. Je veux parler de l'autopilote. Notre modèle 3 Propulsion en est équipé dans sa version de base, donc c'est pas l'autopilote amélioré ou le AP. Il permet un maintien dans la trajectoire, il adapte la vitesse en fonction de ce que Tesla Vision décèle grâce aux 6 caméras positionnées autour de la voiture. Ça fonctionne quand même assez bien lorsque les caméras ne sont pas obstruées et que le marquage au sol est bien dessiné. Mais au final, en ce qui me concerne, alors que je m'attendais à ce que l'autopilote favorise une conduite sans stress et apaisée, ça ne fonctionne pas avec moi. En effet, comme il ne gère pas les ronds-points ou les sorties d'autoroute, de toute façon, il faut intervenir souvent. Le véhicule peut aussi se retrouver perdu lorsqu'on passe de plusieurs voies à une seule voie, par exemple. On a également de temps à autre des freinages intempestifs, ça c'est plus gênant. Et puis de toute façon, le système vous demande très très souvent de donner des petits à-coups sur le volant pour bien vérifier que vous n'êtes pas endormi par exemple et que vous êtes toujours vigilant. Donc si vous ne réagissez pas assez vite après un certain nombre de fois, l'autopilote se désactive jusqu'à ce que vous arrêtiez le véhicule. Je comprends aisément que tout ceci répond aux besoins de sécurité et on n'imagine pas faire une partie de Scrabble ou une petite sieste en étant installé au poste de conduite, voilà bien sûr. Mais au final, pour ma part, même si je trouve que technologiquement c'est déjà très fort, toutes les petites contraintes que je viens de donner m'obligent presque à une vigilance encore plus forte qu'en conduite normale et ça me stresse. À vous de me dire si vous utilisez cet autopilote et comment vous le trouvez. Bien les amis, je pense avoir bien décrit le bilan que je dresse au bout de ces 10 500 km en Tesla Model 3 Propulsion. Nous avons vu ensemble ce que je retiens des points positifs et négatifs. Aucun véhicule n'est parfait. Il y a encore des points d'amélioration sur ce véhicule. En tout cas, je considère que c'est une voiture qui est vraiment extraordinaire et qui peut répondre aux besoins de nombreuses personnes ou familles grâce à l'excellent volume de la malle arrière notamment. Donc si vous êtes en train de réfléchir à l'acquisition d'un véhicule électrique comme véhicule principal, par exemple la Tesla Model 3 est un excellent choix, voire le meilleur choix depuis les baisses tarifaires de ce mois de janvier 2023. Du coup, me direz-vous, quelle suite pour notre famille électrique? Eh bien tout d'abord, d'ici quelques jours, je vais changer de travail et je serai dans l'obligation de prendre la Tesla 4 jours par semaine. Ces trajets représenteront environ 15 000 km, ce qui nous amènera à environ 25 000 km par an. De conséquence, notre LOA actuel prévu pour 15 000 km par an n'est plus adapté. Et deux, il serait meilleur pour mon dos, qui me pose déjà quelques soucis, de monter dans la voiture plutôt que de descendre pour s'y installer, même si la TM3 est très confortable. Vous me voyez donc arriver, nous sommes en train d'étudier la possibilité d'arrêter la LOA en cours pour remplacer la Model 3 par la Model Y Propulsion. C'est pour essayer ce véhicule que je me suis rendu au Tesla Center Paris-Est récemment. Voilà, je pense que la Model 3 est un modèle qui semble bien correspondre à nos besoins. Et puis, là, on connaît la marque maintenant. Donc, voilà, de surcroît, depuis que nous avons remplacé notre portail, la Model 3 frotte la butée d'arrêt qui est plus haute que la précédente lorsque le véhicule est chargé. Voilà, ce problème pourrait disparaître avec la Model Y qui a une garde au sol supérieure. Pour rappel, on
on est à 14 cm pour la modèle 3 et 17,2 cm pour le modèle Y. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai part de notre décision qui, au moment où je vous parle, n'est pas encore prise. En tout cas, je vous expliquerai tout, quelle que soit la décision. Alors pensez à vous abonner. N'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager si vous avez aimé. Pour celles et ceux qui ont des questions à propos de la Tesla Model 3, laissez-moi vos commentaires. Je réponds à tout le monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Famille Électrique.